Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble la dernière mise à jour que Games Workshop nous propose. Mise à jour un petit peu express qui est tombée comme ça aujourd'hui, qui va apporter quelques modifications notamment pour accompagner le BT Stormcast éternel avec les nouvelles unités, ainsi de suite, ainsi de suite. Games Workshop nous montre avec l'exercice d'aujourd'hui, entre guillemets, qu'il va suivre de manière un petit peu plus ponctuelle, je dirais, l'avancée du jeu, ce qui est un point positif pour nous joueurs. Donc, pour la première partie du document, la partie des points, seules les unités des Stormcast éternels voient une modification de points avec la sortie de leur index, pas de l'index du Battle Tom, je veux dire. Donc on va regarder ça rapidement. Pour tout le reste, il n'y a pas de modification en points, seulement une clarification au niveau des tailles de socle pour les Skaven. Donc chez les Stormcast éternels, nous avons une baisse en points sur certains héros qui ne sont pas trop joués à cause de la double usage qu'ils peuvent avoir. Donc on voit 40 points sur le Célestin Prime, ce qui est un bon up à ce niveau-là, car le personnage a un peu de mal à trouver sa place dans le jeu aujourd'hui. Le Dregswarm Tramplar, pareil, qui est en concurrence directe, on va dire qu'Indrasta perd encore des points, donc c'est agréable de ce côté-là. Et Gardus, qui, malgré, on va dire, les buffs positifs qu'il apporte, a du mal à trouver sa place aussi, donc on espère voir un petit peu plus ces personnages qui sont des belles unités. Pour continuer, nous avons le Knight Draconis qui, lui, du coup, passe à 250 points. Alors, je pense que c'est encore trop cher pour ce que fait ce personnage, mais 250 points pour un body de 12 PV, 11 PV, je veux dire, bouge de 12, 3 de save, un profil de close correct, ça peut-être s'entendre. En tout cas, pour des builds où il accompagne des dragons, on est content de voir sa baisse en points, et aussi pour l'armée de renom dragon. C'est toujours bien. Nous avons une petite astérix aussi à côté du Knight Azyros, donc ça y est, les nouvelles unités Stormcast sont arrivées, donc vous pouvez voir 180 points pour ce personnage. Je pense que c'est légèrement trop cher, mais en tout cas, il est possible qu'on envoie dans des constructions de liste. Nous avons aussi le Knight Quester qui perd 10 points, donc lui aussi, il a pas mal de problèmes, entre guillemets, avec son costing par rapport aux autres héros Stormcast. Pourquoi est-ce qu'on prendrait un héros qui apporte légèrement un petit peu plus d'OC alors que des unités font ça mieux, et ainsi de suite. 10 points, c'est bien, on prend. Je pense que ça reste quand même un petit peu trop cher. Nous avons ensuite Krondys qui passe à 560 points, donc lui, c'est la colonne vertébrale de beaucoup de listes Stormcast, car il apporte un -1 de sauvegarde à unité à 18, et le fait qu'il lance ses sorts à +2 rend vraiment bon l'usage de la magie. On sait que la magie est très importante dans le jeu actuellement. 560, ça commence à faire cher, j'espère qu'il ne bougera pas de points. En tout cas, il sera, je pense, toujours joué via le kit qu'il possède. Nous avons le Lord Killer qui perd 20 points, donc là c'est anecdotique, ce personnage n'a pas vraiment d'intérêt dans la construction de liste. Ensuite, nous avons le Star Drake qui perd 10 points, donc comme son homologue, 440-480 points, c'est deux formes différentes. Tu peux continuer à perdre, moi ça me plaît beaucoup, parce que c'est une figurine que j'aime tout particulièrement. Et nous avons le Lord Terminos qui lui se voit un changement, mais c'est sur la constitution de ses régiments. Il peut aujourd'hui maintenant prendre un exemplaire, unité de Griffon qu'avant il ne pouvait pas prendre, parce qu'avant il était Only Grenadier Chamber, et des Warrior Chamber. Donc pour la constitution de liste armée, c'est très très agréable d'avoir des unités qui peuvent prendre plus d'unités. Donc c'est un bon point à ce niveau-là. Le Lord Veritan, donc, qui est le prêtre de la chambre sacro-sainte de la chambre, je veux dire Ruination Chamber, qui perd 10 points, c'est bien parce qu'il rentre enfin en concurrence avec les autres prêtres. Avant il était à 140, ce qui l'excluait, on va dire, de manière automatique vis-à-vis des autres prêtres qui faisaient la même chose en mieux et moins bien, et moins cher, je veux dire. Le Lord Vigilant Grimstalker, donc lui, il a commencé à 230, aujourd'hui on est à 180, ça va dans le bon sens, c'est top. On aimerait qu'il coûte légèrement moins cher, mais là on arrive sur les archétypes de personnages montés sur cavalerie. Voilà, on est content, ça va dans le bon sens aussi. Le Lord Vigilant sur Morgrave, donc ça c'est les nouvelles unités Stormcast, le héros sur Pigeon, 280. Je trouve ça cher. Je trouve ça cher parce que c'est seulement quelques points de vie de plus que le Lord Vigilant. Alors il bouge mieux, d'accord. Il a la possibilité de mettre un frappe en dernier anti-horde, ce qui est très très bien aussi. Mais bon, 280 points, on aurait aimé peut-être 260, 240.
En tout cas, je pense qu'on en verra, car ses capacités sont bonnes. Iridan, qui est la version nommée de cette mouture, 330, pareil, ça fait très cher, on aurait peut-être aimé 280 aussi. Est-ce qu'on le verra? Ça, je suis moins sûr, peut-être dans certaines constructions de liste. Et ensuite, nous avons Tornus, qui est la version nommée de l'autre unité qu'on a vu juste avant. 220, pareil, je trouve ça très cher pour un personnage nommé, et ce qui fait, bon, je pense qu'on verra plus souvent la version non nommée. En tout cas, voilà, les nouvelles unités sont là. On continue sur les points, les Aetherine qui passent à 80 points, donc qui sont au même niveau que les Dogos, c'est très bien, on en est content. Les Annihilators qui perdent encore 10 points, donc là on est à 160, ça commence à être très très intéressant, notamment pour la nouvelle armée de renom qui s'appelle les premiers fils, dans lequel vous avez joué principalement des Annihilators et Annihilateurs Grand Marteau. Donc c'est top, je pense qu'on va en voir de plus en plus parce que 160 points pour la possibilité de mettre un frappe en dernier avec la létalité et la CV2 que ça apporte sur certains matchs, je pense que ça peut mettre dans des situations compliquées aux adversaires. Et les grands marteaux qui perdent 10 points aussi, donc ça va dans le bon sens pour ces unités-là. Ensuite, on déroule les Storm Covent, donc ça c'est la nouvelle unité, c'est une unité Underworld qui était passée en légende, qui revient, donc a priori ça va être le cas sur tous les livres d'armées des autres armées du jeu. Donc là nous avons 210 points pour un sorcier niveau 1 qui passe sous condition niveau 2. Pour moi je trouve ça cher, mais dans le BT Stormcast ça l'est pas tant que ça. Je m'explique, parce que là vous avez quand même une unité sorcier qui a 9 points de vie, qui a le mot-clé infanterie qui n'est pas unique, donc qui va pouvoir revenir à la vie, et qui peut passer niveau 2 sous condition. Donc un sorcier de niveau 1 Stormcast c'est 120, donc si vous avez deux sorciers de niveau 1 pour un sorcier de niveau 2, ça fait 240, là 210, vous avez une petite réduction, et en plus ça peut revenir à la vie, et ils ont un très bon sort de frappe en premier, frappe en dernier. Je pense qu'on va en voir. Si vous avez besoin de sorciers et pas besoin de héros, entre guillemets, vous allez vous passer du sorcier à pied pour prendre cette unité-là, une bonne unité qu'on va voir beaucoup, je pense. Les Stormdrake Guard, 330, on continue à perdre des points, c'est bien, moi je pense que c'est toujours trop cher, on devrait être plus proche des 290, je pense, mais ça va dans le bon sens, on est content. La Stormstrike Palador, donc c'est la nouvelle unité de cavalerie, 210 points, donc moi j'attendais de voir les points avant de me prononcer. C'est vraiment intéressant parce que ça vous fait une unité de mobilité qui est pas si chère que ça, 15 points de vie avec un bon mouvement pour 210 points, c'est cool parce qu'il rentre en concurrence directement avec les autres unités de cavalerie qui sont à 220, les Vanguard Palador, et 230 avec Hachette, ainsi que les unités d'évocateurs montés, évocateurs sur Dracoline, ils sont là 240, donc voilà, vous avez des unités qui ont la même taille, qui font la même chose, 240, 230, 210, donc c'est très bien. Si jamais l'unité perd encore des points pour X raison, ça sera une unité encore meilleure. Et en plus de ça, elle a été fixe, vous verrez après, sur le jet de touche de l'unité. Ensuite, nous avons une modification pour les Vanguard Palador et Javelin, donc, qui passent à 210. Avant, ils étaient au même point que leurs confrères, donc là, ça va dans le bon sens, que je pense une unité un peu en dessous. Les Vanguard Raptor avec Hurricane qui passe à 100 points, donc là ça fait vraiment pas cher, je pense qu'on va en voir dans les unités, notamment dans les constructions de liste, parce qu'ils donnent maintenant un +1 bless pour les unités qui sont dans le champ de Vanguard, donc bah, vous allez avoir vos Vanguard, comment ça s'appelle, Palador, qui vont pouvoir venir encore à corps, être en +1 bless, sous condition, +1 touche, +1 bless, donc vraiment c'est top, et ça tire correctement, 100 points c'est vraiment pas cher. Et ensuite nous avons les Long Strike qui eux malheureusement prennent 10 points, donc 180, on les verra toujours parce qu'ils sont très très bons. Et pour finir, les Vindictors qui sont les petits frères mal aimés de la V3 qui passent à 100 points. Donc maintenant on a une vraie différence entre ces modèles-là et les autres modèles de Liberator et ainsi de suite qui passent à 110 à 100. Donc si vous avez 100 points, je pense qu'on ira les chercher, ça va dans le bon sens, que l'unité était légèrement en dessous vis-à-vis de ce qu'elle pouvait proposer. Donc là, c'est les points pour les Stormcast, on a fait le tour, et on va pouvoir passer à la suite. Alors, la suite du document, nous avons une mise à jour pour les armées de renom, les régiments de renom, je vais dire les Skaven.
où ils ont reprécisé quelle armée avait le droit de prendre qui, que quoi. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des BT oubliés ou des manquements à ce niveau-là. N'ayant pas le BT dans les mains, je pourrais pas vous dire sous quelles conditions ils pouvaient rejoindre. En tout cas, ça a été corrigé. Vous avez aussi l'apparition des régiments de renom pour les Stormcast, donc le Horizon Seeker et le Valnir Stormwind. Sur le papier, quand je les ai vus la première fois, je me suis dit qu'on pourrait les voir dans des armées qui ont besoin de mobilité, cependant c'est beaucoup trop cher. 400 points pour un Knight Draconis et un Stormdrake Guard, et 500 points pour un Aquilor avec des Paladors et des Vanguard Hunters. Malheureusement, le billet d'entrée est trop cher pour pouvoir les voir en allié. On va préférer d'autres unités, je pense, qui coûtent moins cher. Alors maintenant on va rentrer donc dans le core rule. Donc nous avons une nouvelle règle qui apparaît, qui est la modification order, qui vous dit que quand une occurrence de règle vous demande de remplacer un jet, avant on savait pas trop si on devait remplacer le jet avant de faire, si on faisait le jet, si on remplaçait après, machin. Donc là c'est fixé. Si on vous demande de remplacer le jet, c'est avant de lancer. Donc si vous avez la possibilité de remplacer 2D, 3D, vous ne lancez pas et après vous remplacez avant, ce qui fixe le problème de on va dire réussite ou non d'une occurrence de dé. Ensuite, nous avons une petite modification sur la règle du frappe en premier, frappe en dernier. Vous remplacez juste, en fait, avant c'était au début de la phase de combat, et c'est un peu étrange parce que les débuts de phase, fin de phase, milieu de phase, c'est quelque chose qui n'existe plus en VK techniquement. Donc ils ont réécrit pour que ça soit avant et après les phases de combat. Donc c'est un petit peu plus clair dans l'ordonnancement, mais en soi ça change rien, c'est juste pour que le moteur suive avec les règles de base. Ensuite, nous avons une petite modification sur le fait de ramener à la vie des modèles. Pour faire simple, quand vous ramenez des modèles à la vie, vous êtes censé les ramener un par un et les ramener à chaque fois en cohésion. Cependant, on va dire qu'ils ont... Je pense qu'il y a un petit trou dans la raclette qui a été corrigé. Aujourd'hui, on vous dit que quand vous ramenez vos modèles, vous les ramenez à la vie un par un et en cohésion. De plus, si jamais vous ramenez sur une unité qui a 7 modèles ou plus, il faut que vous les rameniez un par un et en cohésion, mais de 2 figurines, d'accord? J'imagine que il devait y avoir des occurrences où vous rentriez dans cette configuration-là et vous respectiez seulement la cohésion d'une figurine, et donc vous pouviez faire des sortes de cordons, des choses comme ça. Là, on fait comprendre que tant que vous êtes de 1 à 6, vous ramenez en cohésion les modèles un par un, et dès que vous excédez 6, il faut bien que ça soit en cohésion standard de 2 modèles, donc bien penser à positionner au bon endroit vos modèles, car si vous ne pouvez pas les positionner, ils sont considérés comme morts, donc vous ratez votre réanimation, quoi que ce soit. Donc attention à cela, c'est très important. Ensuite, on a une petite modification, un ajout de règle. Quelqu'un pose la question, si une charte d'unité n'a pas de contrôle caractéristique d'OC et qu'une règle demande d'interagir avec, comment est considérée l'unité considérée comme ayant un OC de 0? Ça règle la question. Ensuite, on a un joueur qui pose la question, quand est-ce qu'est considérée la fin de phase de déploiement pour savoir qui commence la partie? On vous répond qu'en fait, vous êtes considéré comme ayant fini votre déploiement quand vous avez déployé toutes vos unités Core Ability, on va dire, et toutes les règles qui s'appliquent au déploiement, comme par exemple la règle du masque qui permet d'être repositionné, s'applique après. Donc vous déployez bien vos unités sur le champ de bataille. Une fois que vous avez fini de déployer vos unités, la personne qui a fini de déployer en premier est le joueur qui choisira qui commence, et vous pouvez ensuite faire vos habilités de déploiement qui s'appliqueront après. La règle suivante, c'est un joueur, la question suivante, c'est un joueur qui demande si une unité qui a été détruite, qui est remplacée, est-ce qu'elle possède aussi les enchantements, les announcements qu'elle était? J'imagine que c'est notamment pour les buveurs, quand ils sont détruits, on peut les ramener à la vie. Non, votre nouvelle unité est vide, elle n'a pas d'artefact, pas de trait de co, quoi que ce soit. Ensuite, nous avons un autre joueur qui pose la question, est-ce qu'une arme, si je prends dans mon armée un régiment de renom et que ce dernier est un sorcier, est-ce que ce sorcier peut utiliser les sorts génériques, la Grande Spagne, ces choses-là? La réponse est oui, donc vous pouvez très bien jouer Khorne avec le régiment de renom des Slave to Darkness qui vous permet d'avoir un sorcier, et au lieu de prendre vos 3 Endless Spell Khorne, aller chercher Morbide ou quoi que ce soit, c'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons une petite modification qui est quand même assez importante sur le plan de jeu Star Strike. Donc Star Strike, c'est le plan de jeu où vous n'avez pas d'objectif sur le déploiement, et au tour 1, il y a un météorite qui va tomber, qui va vous créer un objectif, et au tour 3, vous en avez 2 autres de plus.
Actuellement, il y a un petit problème, quoi, il y avait, ça a été corrigé là, un petit problème avec les décors de faction. Parce qu'en effet, si une météorite tombait sur un décor, normalement, ce dernier, il y avait des blessures mortelles qui étaient appliquées, et ce décor devenait l'objectif. Si c'était un terrain de faction, qu'est-ce qui se passait? Le terrain de faction était considéré comme un objectif. Si c'était un terrain de faction, par exemple, luminette qui bouge, est-ce que l'objectif bougeait? Le Mogor Pit des Ogors est tellement grand qu'il peut même prendre 2 Starfall dans la gueule, selon conditions. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben ça a été résolu. Aujourd'hui, quand vous jouez sur Battleplan, s'il y a un terrain de faction ou une forêt sylvanette par exemple, qui se prend une météorite, le terrain est détruit instantanément, ainsi que toutes les unités qui sont partiellement ou dedans ce terrain. Donc faites attention sur ce scénario-là aux objectifs quand ils vont tomber par rapport au terrain de faction, car vous pouvez vous retrouver à perdre des unités, perdre des terrains de faction, et les terrains de faction principalement par les sylvanettes ne peuvent pas être invoqués, donc ça peut vous faire un gros delta, et du coup vous placerez l'objectif à l'endroit où vous devez arriver, donc vous verrez tout ce qu'il y avait et vous le placez. Donc attention à vos déploiements. Alors maintenant on va rentrer dans les modifications des tomes de bataille, des packs and packs comme ils appellent ça. Donc on va commencer avec Slaanesh. La première ça change pas grand chose, on vous dit que la règle d'euphorie que vous choisissez pour vos unités, voilà, maintenant c'est entre guillemets fixe à once per battle round army start as a battle round. Je présume qu'il y avait sûrement des occurrences de personnes qui interprétaient cette règle. Voilà, maintenant c'est clair, c'est au début de chaque round de bataille, une seule fois pour votre armée. Vous allez pouvoir choisir ça. En soi, ça change rien, c'est juste de la clarification de la règle. Cependant, on a une modification importante, comme je vous disais, sur l'usage des dés de dépravation que vous donnez à votre adversaire. Maintenant, votre adversaire va devoir choisir s'il les utilise avant de faire son lancement. Donc très important, car si votre adversaire joue trop vite, il ne pourra pas fixer un jet raté, et du coup, il va devoir réfléchir, est-ce que je lance ma charge, par exemple, à 12, ou est-ce que je la prends automatique? Si je la prends automatique, j'ai une chance sur 3 de la rater et de prendre mes blessures mortelles. Donc c'est beaucoup plus de flexibilité pour les joueurs Slaanesh. Ça redonne confiance dans le BT. Je pense que les joueurs sont heureux d'avoir ce double up au niveau des dés de dépravation et donc pouvoir jouer avec l'entièreté de ces règles. Nous avons aussi une modification sur Cinessa. Ça pareil, c'est vraiment du pointillisme, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, anciennement, la règle vous disait que vous deviez prendre un héros ennemi à 18 pas, et pour être la target, la cible du sort. Seulement, ils n'avaient pas marqué et make a casting roll de 2d6, ce qui fait qu'anciennement, techniquement, vous ne pouviez pas lancer ce sort parce qu'on ne vous demandait pas de faire de lancement de dés. Bon, je pense que personne ne le faisait et c'est jamais arrivé, mais voilà, en tout cas, c'est des bugs qui sont fixés. Signez ça, vous pouvez enfin lancer son sort. Bon, le personnage reste toujours nul, mais au moins, elle peut lancer son sort. Maintenant, nous rentrons dans une grosse modification, et là, celle-ci, je ne l'avais pas vu venir, et je pense que les joueurs luminettes ne s'y attendaient pas non plus. C'est une grosse modification sur leur capacité de bouger avec le vent, je ne sais pas c'est quoi le nom spécialement en français ou en anglais, avant qui vous disait que quand vous aviez cette capacité, les cibles avaient le droit de se déplacer d'une distance équivalente à leur mouvement de caractéristique. Donc c'était la capacité qu'ils avaient une fois qu'ils tiraient de pouvoir repositionner 3 unités. Maintenant, ils ne peuvent plus bouger de la capacité maximum de distance de leur mouvement, et ils peuvent bouger de 2d6. Donc ça va faire très très mal aux joueurs luminettes, parce qu'en fait quand vous bougez de 10, de 12 ou de 14, votre plan de jeu est très stable, vous avancez, vous tirez, vous repositionnez ou quoi que ce soit. Là la variance de 2d6 ça fait très très mal, donc je pense qu'on va avoir beaucoup moins d'unités du vent sous cette condition-là. Donc avec cette sous-faction, les unités restent bonnes, mais cette variance pour moi est trop importante. Alors est-ce que je me trompe et les joueurs vont continuer à jouer avec la variance? Mais ça m'étonnerait beaucoup. Le nerf est quand même très important. Et nous avons aussi un deuxième nerf, mais ça je pense qu'il était légitime vis-à-vis de l'écriture de la règle, l'unité donc Warcry des luminettes qui avait la possibilité à toutes les phases de combat de bouger de 2d6. Maintenant ils rentrent dans les rangs, ils peuvent bouger de 2d6 que quand ils sont engagés, ce qui je pense était la volonté de base. Ensuite concernant Nurgle, on a une petite clarification sur la règle de la maladie. Maintenant on vous précise bien que si vous utilisez une capacité qui soigne ou réanime un modèle ou plus, vous ne pouvez pas soigner ni réanimer, cependant vous enlevez le mot maladie. Donc j'imagine qu'il y a été des situations où on soignait de la maladie, ensuite on soignait des points de vie, ou on soignait, on réanimait. Là c'est très clair, c'est un ou plus, donc il y a pas on ne s'amuse pas à compter, c'est soit on soigne, soit on fait rien.
Ensuite, nous avons une petite modification sur le Slan et sur Croak qui est importante, je pense, qui vous dit que quand vous allez utiliser votre avatar pour lancer vos sorts à travers lui, maintenant vos adversaires peuvent dissiper au travers. Donc vous gagnez de la portée de lancement, mais maintenant votre adversaire lui aussi gagne de la portée de dissipation. Donc en soi, normalement vous êtes plus fort que lui à la magie, donc ça pose pas de problème, mais voilà, ce dernier pourra quand même tenter de dissiper au travers comme un endless spell, les miroirs. Ensuite, nous avons une petite modification, c'est pareil, c'est correction de bug pour les Soul Blight, donc Locavi, on vous dit qu'il faut changer la déclaration step, qui vous dit, voilà, avant c'était quand elle a chargé, quand ça s'appelle, cette phase, maintenant c'est ce tour, parce qu'en effet, quand vous êtes en phase de combat, elle peut pas charger en phase de combat, donc elle pouvait pas appliquer sa règle, voilà. Rien d'exceptionnel, c'est juste des petits bugs. Le Vampire Lord, enfin, on lui retire le corps, donc il va pouvoir faire sa téléportation, s'il la rate, pouvoir bouger. Et Belladama, pareil, si on fixe un truc où on dit que les Killing Moon s'appliquent aussi aux compagnons, parce que même si c'était écrit pour, vu que c'était pas écrit compagnon, techniquement vous pouviez le retirer à votre adversaire, maintenant c'est enfin fixé. Ensuite nous avons une petite clarification qui est assez intéressante, je pense qu'il y a plusieurs cas dans le jeu qui doit être, où ça doit être le cas. On nous demande, quand un joueur demande, avec la capacité des Sisters of Slaughter, Death of the Dead, la danse de la mort, en fait, faire simple, qui vous dit que cette unité peut bouger en phase rouge de 3 pouces, elle peut finir dans les zones d'engagement ennemies, et du coup bouger en combat. La question c'est est-ce qu'on peut sortir d'un combat? Et ben il semblerait que oui, si vous êtes engagé, vous pouvez utiliser cette capacité pour sortir de 3 pouces, et du coup ne plus être engagé, donc si votre adversaire n'a pas chargé, supprimer des combats, ou ainsi de suite. C'est très intéressant dans la manière dont l'éditeur répond. Ensuite, nous avons donc une première modification, un errata sur le Battle Tom Scaven. Il y a une modification sur le Plague Priest, donc c'est l'unité de prêtre. Et on vous dit que voilà, sa capacité, avant c'était Chanting Roll of 1, et maintenant c'est Unmodified, ce qui fait qu'avant vous pouviez, techniquement, si vous aviez des bonus plus 1 en prière, quoi que ce soit, ça ne pouvait ne jamais arriver que vous fassiez de 1, et vous aviez toujours un modificateur. Maintenant on vous dit bien, c'est un jet non modifié. Donc pareil, ça va dans le bon sens, entre guillemets. Et ensuite, on a une petite clarification sur le Rampage de Tankol qui vous dit que les compagnons ability n'ont pas d'affect sur cette règle-là, donc pareil, ça dans le sens de fixer les bugs. Et pour finir, eh ben, on a les promis errata pour les Stormcast éternels, donc des petits glitches, des petits bugs, donc les Préators qui avaient déjà été fixés, sur laquelle ils ont la possibilité d'utiliser leur capacité même s'ils sont en réserve, avec une unité en réserve, tout ça. Donc c'est conservé, ce n'est pas dans le Battletop, mais c'est conservé. On a, ça je pense que beaucoup de joueurs Stormcast l'attendaient, une modification sur les jets de touche des Stormstrike Palador qui touchaient à 5. On ne sait pas pourquoi, c'est une cavalerie Stormcast qui touche à 5, ça n'a aucun sens. Donc là elle touche à 4, ce qui fait que sur sa constitution, elle devient beaucoup plus efficace. On est heureux pour ça. Il y a une petite modification nerf sur les Vanguard Raptor Weekend Crossbow. Maintenant, le timing, c'est que votre phase de coup. For your shot in face, pas quoique votre phase de tir, pas les deux. Avant, c'était in shot in face. On a le Lord Vigilant de Morgriff qui a un fixe, on va dire, sur l'usage de sa règle. En fait, quand il fait son rampage, si vous battez les points de vie de votre adversaire avec 2d6, l'unité frappe en dernier et ne peut pas utiliser de command ability. Cependant, la règle était mal écrite, ce qu'il y avait écrit, la cible ne peut pas être choisie par un effet de command ability, sauf qu'en fait, on est plus en V3, on ne choisit plus, on est en V4, l'unité utilise, donc en fait, elle pouvait quand même le faire. Donc c'est fixé, c'est la cible ne peut pas être de commande. Voilà, point barre. C'est des petits bugs d'écriture, mais c'est pas grave. Le Dice Arcanum qui se voit du coup avec Ward A5 et Fly, et en plus on vous dit que ce n'est pas l'unité qui fait les mouvements, c'est bien la manifestation, et que c'est la manifestation qui fait les mouvements de peeling, ainsi de suite, bon, c'est pour éviter des bugs et des choses comme ça. Voilà. Ensuite, on a des Path to Glory, des choses comme ça qui sont corrigées, qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour le jeu légal, entre guillemets. Nous avons aussi le Dice Arcanum qui prend le mot-clé Fly, Stormcast Eternal, Infanterie et Héros. Pour le lancement, donc c'est pour éviter de se retrouver à lancer le dice sur la nouvelle unité de légende qui revient, qui sont sorciers mais pas héros. Au moins voilà, il n'y a pas de glitch possible.
Et on a une petite modification sur l'armée de renom des Heroes of Earthstorm qui vous dit que sous condition, ce personnage gagne le mot-clé War Master. Voilà. Rien d'exceptionnel. En tout cas, on va retenir les points positifs. C'est le touche à 4 des Stormstrike Palador. Donc voilà, on a pu voir les ratas complets. Attention, sur le site de Games, vous avez des modifications sur certains BT. Donc allez voir directement sur vos index en téléchargement s'il y a des règles qui n'ont pas été prises en compte ou qui ont juste été modifiées. J'ai regardé grossièrement, j'ai rien vu de particulier, mais ne connaissant pas assez par cœur tous les index, n'hésitez pas à me faire un petit retour et je le rajouterai sous condition. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à une prochaine sur la vidéo. Ciao tout le monde!